Mon père, il est 14h02. Tu veux qu'on On y commence? va, on y va. Oui, on a un grand sujet. On a plein de photos. Voilà, alors on commence. Alors, Écoute, je j'ouvre la poêle, puis je te dis la suivante à chaque fois. tu me dis à quel moment que tu aimerais que je lance le Alors, diapo? simplement, je lance d'une minute. Donc, on va essayer de parler de Neuvillers-les-Savernes. Alors, Neuvillers-les-Savernes, petit village qui fait partie d'un coin où il y a énormément de restes juifs. Hein, il y a Bouxwiller qui est juste à côté. Juste à côté, il y a pas Dauwender, il y a Weiterswiller qui est juste à côté. Donc on est vraiment, Invillers qui est pas loin. Donc on est vraiment dans une région extrêmement riche en communauté. Et donc chacune a ses caractéristiques, chacune est différente. Et je trouve que Neuvillers est l'endroit où on trouve le plus de variété de choses qui concernent le judaïsme. Donc on va essayer de voir un peu tout ce qui traîne. Et c'est également, et c'est ce qui est important, c'est également un endroit qui nous pose d'énormes problèmes historiques. Et c'est un endroit qui, quelque part, mérite d'y aller. En plus, c'est très beau. Donc, si vous avez une journée à perdre, vous allez à Neuvillers, vous y passez la journée. Si vous mangez cachère, vous n'avez pas cachère, vous allez au Ehrenstein. Ils ont des bons poissons aussi. Et voilà, c'est une bonne sortie pour une journée. Alors, on peut peut-être passer la première diapo, Alors, là, avec le tableau des présences dans les. Voilà. Alors, c'est la suivante. La suivante. Voilà. Alors, oula. Bon, je ne sais pas ce que ça donnait. Oui, ça va. Alors ça, c'est un tableau que j'ai essayé de représenter pour les différentes années. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je l'avais, mais tu l'as bien représenté. Merci, Yoav. Le nombre, en vert, vous avez les années, et dans la première colonne, vous avez le nombre de juifs. Alors, on part de 1300, 1350 de la période, on dira 1325, on ne sait pas combien, mais il y avait une présence. Il y avait peut-être même un bâtiment communautaire, c'est pas sûr. Euh, après la peste, ils disparaissent. Il n'y a plus de communauté, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et il faut savoir également, c'est quelque chose qui nous servira par la suite, que vers 1300, un peu avant, un peu après, on commence à construire les remparts de Neuvillers, en plusieurs fois. Donc la ville est une ville entourée de remparts, donc c'est une vraie ville. Et il faut savoir aussi qu'à partir de 1306, les villes se multiplient en Alsace. Il y a un réchauffement climatique, et donc l'Alsace prend une très très grande importance. Il y a une population qui se multiplie rapidement, ce qui d'ailleurs explique peut-être aussi la montée de la bourgeoisie, explique peut-être aussi l'antijudaïsme qui naît à cette époque. Hein. Je crois que l'un va pas sans l'autre, il y a la compétition bourgeois-juif, et donc on a un antijudaïsme qui naît et qui va très rapidement aboutir à la peste de 1349, et en passant par le massacre d'Armleder. Donc, première communauté, en même temps que les premiers remparts entourés d'eau. Puis vers 1400-1450, si on prend l'histoire du lieu, les remparts, mais on verra ça plus tard, on y reviendra, les remparts deviennent entourés d'une fosse braie, mais là, je vous expliquerai ça plus tard. Et en 1546, la ville qui est devenue entre-temps Hanau-Lichtenberg, elle était juste Lichtenberg, et par un mariage vers 1540 entre une fille Lichtenberg qui n'avait plus de frères et un Hanau, les deux lignées fusionnent donc, et deviennent Hanau-Lichtenberg. Et donc, les sires de Lichtenberg n'existent plus, c'est les sires de Hanau-Lichtenberg qui naissent donc d'une dame Lichtenberg et d'un père Hanau. Donc, allemand et allemand alsacien. Donc, 546, premier groupe de juifs, j'ai mis 5. Alors, 5, c'est le nombre de personnes. C'est-à-dire, c'est une famille. Parce que l'histoire est faite qu'on a souvent des renseignements en famille, souvent des renseignements en nombre de personnes. Si on veut faire quelque chose de cohérent, il faut convertir les familles en personnes. Et plusieurs calculs sur différentes époques montrent que c'est toujours en moyenne 5 personnes par famille. Un foyer, c'est 5 personnes. Donc 1546, première famille. 1689, il y a 4 familles qui sont présentes, qui sont probablement restées pendant toute la période de la guerre de 30 ans, 1618-1648. Très important également là, dans cette région. Et cette communauté va très doucement monter, puisqu'en 1716, on n'a toujours que 4 familles. 1754, on passe à 8 familles. Alors, 6 à 8 familles, c'est le minimum pour qu'on puisse avoir un petit oratoire, quelque chose qui serve de synagogue. Et effectivement, c'est dans ces années-là que se monte une synagogue
dont on a l'emplacement, mais qui a été détruite depuis. Elle est à peu près en face de l'actuelle, dans le pâté de maison en face. Donc, là, ça continue. 66, vous voyez, 60 personnes. 84, 73, donc c'est le recensement des Juifs d'Alsace, voilà, de 1784. 1807, 111, ça monte très vite jusqu'à 166 en 1846, puis il y a un plateau, et puis comme toutes les communautés alsaciennes, elle commence à descendre plus vite que beaucoup d'autres, puisqu'elle n'est plus qu'à 120 dès 1882, et on peut dire 36, il reste 13 personnes déjà âgées, et 53, il reste 3 personnes. Donc vous voyez une communauté qui a un pic assez, une première communauté médiévale, et puis une deuxième qui a un départ très lent, puis une chute rapide. Alors, je vous ai mis enterré entre 1630 et 1830, c'est un calcul que j'ai fait par calcul moyen, à partir de taux de mortalité de 40 pour 1000 dans la première période, puis de 30 pour 1000 dans la deuxième. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 10 pour 1000, hein. C'est-à-dire que l'espérance de vie est passée de 30 à 75 ans. 11 pour 1000, je crois. Donc, vous voyez qu'on a enterré à peu près 300 personnes entre 1630 et je crois que j'ai mis l'autre limite à 1820. On aura besoin de ce chiffre tout à l'heure. Voilà. On peut peut-être passer sur la deuxième diapo et on va parler de la synagogue d'abord, de 1875. Alors voilà la synagogue qui est construite en 1875, qui remplace celle donc de 1730-40. Donc un bâtiment assez monumental, de grande taille, et je trouve très élégant, parce que cette immense rosace en étoile à 6 branches, on la voit nulle part ailleurs, 2 petites tours. Ce qui me choque un peu, c'est au premier étage, c'est les 2 fenêtres sans vitres, sans rien, les deux espèces de fausses fenêtres. C'est assez étonnant. Mais enfin, c'est comme ça et c'est toujours comme ça. Suivante. Ouais. Alors la suivante, vous voyez, on a toujours cette façade. C'est des photos de 1900-1905 récupérées sur des cartes postales, donc c'est tout petit. Et là, vous voyez que on a sur le côté apparemment des vraies fenêtres, mais surtout, vous voyez qu'on n'a qu'une rangée de fenêtres sur le côté. Ça, c'est très important, il faut le noter. Ça va nous servir par la suite. Donc, une synagogue, un peu comme Brumat, et comme d'autres d'ailleurs, où la seule lumière arrive par la tribune des femmes. Ce qui est assez logique, parce que ça pose toujours un problème. Soit on fait des très grandes fenêtres, et c'est moche parce qu'il y a cette séparation du plancher des dames au milieu, soit on fait un peu ce qui se fait à Reichshofen, des fenêtres hautes en haut et des fenêtres un peu différentes en bas, tout existe. Mais là, c'est une seule fenêtre. Suivante. Et voilà ce qu'elle est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est la façade. Vous voyez que la rose a été remplacée par une porte vitrée. Les 2 clochetons ont été abattus, remplacés par un toit plat. L'œil de bœuf au milieu reste toujours, mais vous voyez qu'il ne débouche sur rien. Il débouche sur le ciel, ce qui vous donne une idée de l'état du toit. Donc là, c'est encore pas trop catastrophique. On va reprendre la suivante. Donc toujours, les fenêtres du haut ont été conservées, mais sont visiblement remplacées par du bois, sont complètement murées, c'est un grenier, et de grandes ouvertures ont été percées en bas pour permettre à un atelier de se trouver là. Cette synagogue est vendue dans les années 1950 pour faire un atelier de menuiserie. Donc effectivement, le gars la transforme sans moindre respect. Là, c'est une photo qui est faite avec un fisheye parce qu'on n'a pas beaucoup de distance, il n'y a pas beaucoup de recul. De l'autre côté, il y a un hangar qui a été construit, donc on ne voit plus cette façade. Suivante. Et juste derrière le bâtiment, il y a une piscine. Oui, alors derrière le bâtiment, il y a une piscine. Il y a une maison à côté, le gars s'était fait une piscine derrière le bâtiment. Ouais. Il faut faire attention quand on fait de la photo de ne pas tomber dans la piscine. Voilà. Ça, c'est la vue arrière. Vous voyez que l'Arche Sainte a donné une porte qui donne sur la piscine. Alors là, c'est une photo un peu ancienne, il n'y a pas encore des bambous. C'est devenu une belle bambouseraie. Le premier étage était pareil qu'avant. Et là, il y avait encore un toit, puisqu'on voit à travers l'oculus. Suivante. Voilà, alors ça, c'est la synagogue aujourd'hui, en février 2020, vue sur le côté. Vous voyez que le toit a disparu. C'est très récent. Le toit s'est écroulé l'automne dernier, entre l'automne et l'hiver. Hein. Donc voilà, le toit n'existe plus. Et ce que vous voyez entre le mur au premier plan à la synagogue, c'est une espèce de grand hangar. Bon, j'ai des photos, mais je ne les ai pas mises. Suivante.
Ça, c'est l'intérieur, vu il y a 15 jours. Sur la gauche, en haut, vous voyez une espèce de tache un peu grise. C'est effectivement le reste du balcon des femmes. Donc, vous voyez, le toit est descendu. Il est descendu à travers le plafond du premier étage qui avait été mis par le gars. Il est arrivé directement au rez-de-chaussée. Suivante. Là, vous avez deux photos. Sur la gauche, vous voyez encore une photo du toit d'origine avec les rosaces. C'est assez étonnant. Et sur le côté droit, vous voyez, c'est la peinture de l'escalier qui montait à l'étage des femmes, qui nous a permis de refaire avec donc les gens de l'inventaire. Hein, j'ai visité avec mes amis de l'inventaire, donc pour faire un état des lieux avant la suite. Et je parlerai de la suite après. Faire au moins un état des lieux. Et donc, on a pris des photos assez détaillées. Et ça, c'est la montée d'escalier qui nous a permis de refaire à peu près le plan. Suivant. Donc, un poteau qui reste encore, il a été entouré de bois autour. C'est assez amusant. Mais c'est assez joli. C'est une jolie une colonnette en fonte, très classique. On les a un peu partout. Suivante. Et là, on quitte la synagogue. Alors, qu'est-ce qui va arriver à cette synagogue? Eh bien, j'ai eu très peur d'une destruction. Et pour ne pas vous le cacher, il y a à peu près 8 à 10 mois, j'ai eu un coup de fil de Mairie Bouvet de l'Inventaire me disant qu'est-ce qu'on fait avec Neuvillers? J'en sais rien. Je ne peux pas, en tant que patrimoine, dire qu'il faut absolument la sauver ou il faut la classer. Parce que c'était le seul moyen de la sauver, c'est de la classer. Alors, la classer, ça veut dire la restaurer. Ça veut dire mettre 1,2 million, 1,5 million dans un bâtiment qui est complètement amoché. Est-ce que ça valait le coup? J'ai dit, moi, je refuse de prendre la responsabilité. Je refuse de prendre rendez-vous pour aller la visiter, faire les constats. Je serai avec vous, mais c'est vous l'inventaire, c'est vous les services de l'État qui prenez la décision. Je ne me vois pas faire une campagne, et je ne la ferai pas, une campagne de presse pour dire sauvons Neuvillers. Bon, heureusement, le maire n'était pas décidé à la détruire, malgré la demande des propriétaires, et qui espéraient gagner de l'argent. Hein. Et l'ABF, compte tenu qu'on est en domaine protégé, a dit non, il faut la garder. Donc, on est parti pour la garder, uniquement les murs, et faire dedans un cabinet médical de groupe où il y aurait des infirmiers, un médecin, peut-être un dentiste, et qui ferait une espèce de dispensaire local qui permettrait à cette bourgade de 2000 habitants d'avoir quelque part un service de santé. Elle n'a plus rien, ni médecin, ni rien du tout. Il y a même un médecin naturopathe, je crois, qui voudrait s'installer là. Donc, il y a un projet qui attendait la fin des élections. Je n'ai pas suivi le résultat. Je crois que le maire est réélu au premier tour. Donc, ça pourrait se partir assez vite. Voilà. J'ai invité le maire juste avant notre émission. J'ai envoyé une invitation. Je ne vois pas s'il est avec nous, mais on va voir après. S'il est là, et j'aimerais bien qu'il prenne la parole. Voilà. Apparemment, il n'est pas là. Bon, ceci dit, on a beaucoup travaillé au cours de cette visite avec les gens de l'inventaire. On a pas mal avancé sur tous les dossiers. Bon, là, je vais vous montrer autre chose. Donc, on a un petit peu fini. Hein, on pourra poser des questions après, bien sûr, sur cette synagogue. Toujours à Neuvillers-les-Savernes, on a une très très belle place, qui est la place de l'église. Alors, Neuvillers avait un couvent, pas un couvent, un chapitre, mais avoir un couvent, puis un chapitre rural extrêmement riche. Et ça, c'est les maisons des chanoines. C'était pas mal, chaque chanoine vivant dans sa maison, ou à 2, ou à 3. C'était quand même avec liberté d'aller et venir. Hein. On n'est pas dans un couvent avec une règle stricte. Donc voilà, ça c'est les maisons 18e. Elles sont faites par Massol, le même qui a fait le Palais des Rouen, donc un couvent extrêmement riche au XVIIIe siècle, qui a une église abbatiale de toute beauté. Ça sera la photo suivante. Donc l'église abbatiale, romane, modifiée gothique, modifiée XVIIIe siècle pour aller dans le sens du poêle. Donc vous voyez à gauche une travée tout à fait romane, une porte romane en face de vous, à droite un très bel tour, une très belle entrée du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi je vous montre cette église? Parce que c'est un des hauts lieux du judaïsme. Et donc, on va rentrer dedans, d'abord voir 2-3 petites choses qui sont très jolies, puis on va parler un peu des Juifs et de l'église à propos de cette église. Donc, on peut prendre la suivante. Alors, d'abord, c'est très beau à l'intérieur. Vous avez à droite une mise au tombeau du Christ, qui est une pièce gothique flamboyante assez belle. Et encore début Renaissance, hein, c'est l'époque des Ligier-Richer, etc. en Lorraine. Et à gauche,
vous avez donc le reliquaire de Sainte-Adèle, puisque c'est l'église Sainte-Adèle, enfin, c'est pas Sainte-Adèle d'ailleurs, c'est l'église Saint-Pierre et Paul, mais le reliquaire de Sainte-Adèle dans un très très beau entourage de colonnades, une petite colonnade de gothique de toute beauté. Et la suivante, on va la voir de près, une photo. Là, vous voyez que cette colonnade, il y a une quantité d'animaux représentés, un lièvre, un cochon, un oiseau, un espèce d'humain, on ne sait pas trop, un espèce de dragon volant à droite. Donc on a toute une série d'animaux, une série de petites représentations qui, à mon avis, ne veulent pas dire grand-chose. Mais là, le gars s'est vraiment fait plaisir et c'est très beau. Donc ça, c'est pour cette église. J'ajoute qu'elle contient, je ne l'ai pas photographié parce qu'un orgue, c'est un orgue, elle contient un très bel orgue de Zilberman. Donc on est vraiment dans un lieu tout à fait exceptionnel. Suivante. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le chœur. Et dans le chœur, vous avez alors, ce qu'on appelle les trophées, donc du 18e. Je crois qu'ils viennent de Dauendorf, je n'ai pas contrôlé, mais ça, c'est une tête. Et d'un côté à gauche, visiblement, on symbolise le Premier Testament et le judaïsme, et à droite, l'Église. Et donc, c'est en quelque sorte une église et une cathédrale, le judaïsme et le christianisme. Donc, ce qui est intéressant, vous regardez bien le cercle rouge au milieu, vous avez le serpent d'airain. Et le serpent d'airain est omniprésent dans la représentation du judaïsme dans le milieu catholique. Vous l'avez une dizaine de fois à la cathédrale, à l'œuvre Notre-Dame, etc. Vous l'avez dans toute l'Alsace. Et vous voyez qu'il est remis absolument parallèle à la droite avec le Christ en croix. Bon, les photos sont ce qu'elles sont, mais ce n'est pas très clair et c'est fait avec les moyens du bord. En plus, la deuxième, je ne l'ai pas redressée. Donc, vous avez le Christ en croix qui est équivalent au serpent d'airain, et c'est vrai, c'est une des constantes de la représentation chrétienne qui provient du principe suivant par saint Augustin: le Premier Testament est la préfiguration du second, et le second est la réalisation du premier. Donc, il y a une espèce de progression entre une préfiguration et une réalisation. Et le serpent d'airain, qui chez nous occupe une place importante, certes dans notre tradition, mais qui n'est quand même pas essentielle, dans la tradition chrétienne est extrêmement important parce que c'est la représentation d'un serpent dont la vue guérit et qui est sur un tau, qui est une sorte de croix. Donc, vous avez la personne qui guérit en croix dont la vue soulage. De même que le Christ dont la vue soulage en croix. Deuxième point, côté gauche, côté judaïsme, vous avez les tables de la loi. Alors vous voyez qu'elles sont pas du tout comme on aurait tendance à les représenter. Hein. Sur la table que l'on voit, on part du 4e commandement et on va jusqu'au 10e. Autrement dit, on a une symétrie 3, 6, ou 3, 7 même, 3, 6, pardon, puisqu'on est 4 à 10. Or, c'est tout à fait courant. Si vous voulez, il faut savoir que les 10 commandements vus par l'Église et vus par le protestantisme ne sont pas forcément les mêmes sur la tradition. Alors, je sais que chez nous, il y a aussi une petite modification entre le premier et le deuxième, mais là, c'est assez différent. Et très souvent, l'Église la représente en 2 tables asymétriques, contrairement à nous. Bon, ensuite, vous avez le stensoir du grand prêtre, etc. Ce n'est pas un des plus caractéristiques. Souvent, vous avez le chapeau du grand prêtre, nous, on l'a pas. Et de l'autre côté, vous avez donc le surplis du curé, vous avez un certain nombre de choses, le ciboire. Mais ces deux aspects, le serpent d'airain et les tables de la loi différentes, c'était quelque chose à remarquer. Suivante. Là, on voit ce qui est la troisième, une autre des grandes richesses de cette église, c'est les tapisseries de Sainte-Adèle. Alors, elles sont faites à peu près aux alentours de 1500. Sainte-Adèle, c'est un évêque de Metz, et Neuvillers est une ville qui dépend de Metz, de l'évêché de Metz, très favorable aux Juifs, ce qui explique peut-être aussi qu'ils n'ont pas été très maltraités, et dont on va transférer les reliques de Metz à Neuvillers. Et au cours de ça, on fait à cette époque, elles sont transférées beaucoup plus tôt, mais à cette époque, on fait des tapisseries qui retracent la vie de Sainte-Adèle, qui sont très belles. Et ce qui est intéressant, c'est que Sainte-Adèle aimait tout le monde. Il ne faisait pas de différence. Alors, un petit peu comme Saint Paul, hein, entre les juifs, les chrétiens, etc. Il y a la fameuse phrase. Et là, vous voyez à gauche un juif, avec son chapeau vert, je l'ai entouré de rouge. C'est la représentation d'un juif qui est en train de suivre Sainte-Adèle et qui, en fait,
frappé par le miracle du saint, se convertit. C'est les mains jointes. Ça, c'est également quelque chose d'assez fréquent dans l'Église. Le bon juif finit toujours par se convertir, mais un juif converti devient un bon chrétien, du moins à cette époque, pas partout, pas en Espagne en particulier, mais là, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez sympa. Et en tant que juif, il a un chapeau qui n'est pas vraiment pointu, une tenue qui est tout à fait normale. Il y en a un deuxième qui est d'ailleurs non pas en rouge, mais en vert. Un troisième, pardon, puisqu'il y en a trois. Bon, mais c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Alors, la suivante. Donc là, on voit deux juifs qui se convertissent. Le deuxième a à peu près la même tenue, le chapeau est un peu différent, mais ça se ressemble. Je trouve d'ailleurs qu'ils ont tous les deux une extraordinaire bouille. Et donc, les deux se convertissent. Vous voyez les mains jointes en très gros au premier plan. C'est clair et net. Donc, une église intéressante du point de vue juif, du point de vue non juif. On va continuer donc à visiter la ville, se promener. Et là, on arrive devant ce qui pour moi est un choc à chaque fois que j'y vais. C'est derrière un bâtiment qui est très beau d'ailleurs, un bâtiment 18e siècle, qui est aussi d'ailleurs en partie où Massol a aussi travaillé. Donc vous voyez qu'il y a eu des interventions de gens très riches, c'est une famille très riche, et un bâtiment qui est en fait le bâtiment de la personne qui s'occupait de la ville au 18e. Alors il faut savoir que jusque vers 1700, il y a un château, et que ce château médiéval est détruit, et on va construire un peu plus loin, dans un domaine qui apparaît dans le parc du château, un château 18e, qui est de toute beauté, dans les années 1750. Donc on va dans ce château, qui est actuellement une maison protestante qui s'occupe de jeunes, qui reçoit des familles, etc. Très sympa, où on peut, quand on a un groupe commandé un repas végétarien pour 15 €, qui est très agréable. Hein, si on a un groupe pas trop cachère qui accepte de manger du végétarien, ils font ça très très bien, ils sont assez au courant. Donc ça, c'est pour si vous voulez organiser une visite là-bas. Et donc derrière, il y a ce mur d'enceinte où vous avez une quarantaine, 38, je crois, 28, 38, petite quarantaine d'inscriptions. Là, vous avez Israël, vous avez Moshe, donc généralement des prénoms de juifs qui sont enterrés au pied de ce mur. Alors évidemment, ce mur pose un énorme problème parce que de quand datent ces inscriptions, jusqu'à quand a perduré cette habitude d'enterrer dans le mur, et pourquoi ce cimetière a-t-il été créé ici? Alors, donc voilà, c'est un peu tout le problème qui se pose du point de vue historique, en dehors même de cette charge émotionnelle qui, pour moi, en fait un des lieux, en toute honnêteté, un des lieux les plus incroyables et les plus qui me frappe le plus, et ça fait chez des dizaines, et peut-être, Francine dirait, si elle était là, des centaines de fois. Donc, j'emmène des groupes, j'y vais pour travailler, j'y vais avec des archéologues, je suis allé avec l'inventaire. Donc, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc, on va voir les deux hypothèses et on va voir ce qu'il en est réellement et ce qui reste à faire. La suivante. Alors, il y a eu deux personnes qui ont parlé de ce mur dans l'histoire. Le premier, c'est Elishide. Elishide, donc, dont j'aime beaucoup le travail et qui aujourd'hui encore, je le dis et je le répète, est un des rares historiens qui a osé faire une histoire des Juifs d'Alsace où il n'y a quasiment aucune faute. Tous les autres, quand je prends un texte d'un historien quelconque, et je crois que c'est à peu près sans exception, avec certains qui sont un peu plus qui font un peu plus d'exagération, d'autres qui en font un peu moins, mais j'en connais aucun qui à un moment donné va pas raconter des trucs du genre simplement pour que ça soit plus beau. Les Juifs sont venus avec les Romains, ça on le trouve encore partout, mais également on ne peut pas croire que ça a commencé en 150. Encore un gars comme Philippe Dollinger, par exemple, quand il va publier la première charte de Strasbourg, de l'évêque, datée d'environ 1120-1130, d'après lui, il dit il n'y a pas de trace des Juifs. Ah ben c'est qu'ils étaient déjà là, mais on les a oubliés. Alors, tout est décrit en détail, chaque corporation, chaque présence a des devoirs et des droits, et cette charte, il n'y aurait pas les Juifs dessus. Alors, effectivement, on pense qu'ils sont arrivés avant 140. Ce qui veut dire que la charte est d'avant 140, c'est tout ce que ça veut dire, parce qu'on n'est pas très sûr non plus de sa date.
Mais Dollinger n'hésite pas à trouver une excuse. Ah ben, les Juifs dépendant directement de l'évêque, on ne va pas les mettre sur la charte. Mais alors pourquoi on met les serviteurs de l'évêque sur la charte? Question. Bon, donc Scheid dit que c'est en parle, et également Gilbert Weil a fait un gros travail. C'est relativement fantaisiste. D'ailleurs, Gilbert m'a dit récemment qu'il ne le réécrirait plus. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de constatations, parce qu'il a quand même travaillé dessus en chantier, en lisant toutes les graffitis pendant des semaines. Il a trouvé beaucoup de choses. Malheureusement, il a oublié d'autres choses. Suivant. Alors, je vais vous faire une chronologie de la ville. Alors, c'est marrant, c'est pas comme ça que je l'avais écrit, mais tu as condensé 2 slides en un? Bon, c'est pas grave. Et ça représentait 2 slides, c'était le N et N plus 1. Donc, en 1300, je vous ai dit, on commence les fortifications de la ville. En 1335, on sait qu'il y a des Juifs à la ville qui a appartenu à l'évêque de Metz. Alors, c'est la partie gauche. Hein. Vers 1400, on crée un château. C'est ce fameux château qui sera détruit au XVIIIe. On supprime la porte qui était à peu près à la place du château. Mais ça, c'est une période extrêmement importante parce qu'à cette époque, on modifie les fortifications. Et on modifie les fortifications comment? Je vous rappelle qu'on avait un mur et un fossé. On va créer un deuxième mur bas devant. Alors, vous le voyez. Là, ça, je ne sais pas si vous voyez. Tu ne peux pas essayer de... Qu'est-ce que tu as comme slide suivante? Parce que là, tu en as mis 2 sur 1. Ah oui, donc il faut rester... Remonte. Là, j'étais un peu trahi. Tu en as mis 2 sur 1. Donc, ce mur, vous voyez le mur bas devant, et puis vous voyez l'eau devant. On va faire cette configuration. Alors, pourquoi cette configuration? Tout simplement parce que si vous tirez d'en face du mur, si vous voulez atteindre la base pour le saper, ben vous allez tomber sur le premier mur qui va protéger le deuxième. Et en plus, les gens qui sont dans l'espace entre les 2 murs, par la fenêtre de tir, ils vont pouvoir vous tirer à ras et donc jouer au quilles, littéralement avec les gens qui assaillent. Alors si vous tirez par au-dessus, par en haut, ben, j'arrête mon téléphone. Ah non, c'est le téléphone de ma femme, ça, normalement. Bon. OK. Et donc, l'assaillant, si vous voulez, si vous tirez sur l'assaillant d'en haut avec des boulets, ça va tomber quelque part au milieu, ça va faire un mort. Si vous tirez en bas en enfilade, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Donc, c'est comme ça qu'on transforme les fortifications au XVe siècle, 15e, oui, et Neuvillers fait partie des fortifications importantes et est transformé de cette manière. Avant, et donc on crée cette fosse Bray. En 1540, alors il y a tout un mishmash. Hein. Enceinte principale avec chemin de ronde, ça devrait se trouver en haut. Enfin bon, il y a vraiment eu un mishmash. 1540, les Juifs reviennent. Bon, on va passer à la suivante. Alors là, je vous représente l'enceinte. Vous voyez l'église, les 2 églises, celle de gauche avec la grande cour, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est Saint-Pierre et Paul. Celle de droite, c'est Saint-Adelphe. Et vous avez au numéro 6 une porte qui est fermée, ce qu'on appelait la caltor, qui est fermée lorsque l'on construit le château, qui se trouve donc à l'emplacement numéro 6. Si tu peux le pointer, Yoav. Voilà, c'est ici. Donc là, il y a le château. Le château au-dessus, le verre n'existe pas à l'époque, au Moyen-Âge. Et il sera construit là au-dessus. Et donc voilà un peu l'allure de la ville au Moyen-Âge. Et on va construire. Et là, vous voyez que le fossé est directement contre la muraille. Bon, on va prendre la suite. Vers 1630, grand événement, Ettendorf est inaccessible. Ettendorf est inaccessible. Et donc, on va créer un cimetière dans la fosse Bray. Alors, Ettendorf est inaccessible, on le sait tout simplement parce que dans les relations d'Acher, Lévi de Reichshofen, il voulait enterrer je ne sais plus si c'est son père et sa mère, et il n'y arrive pas puisqu'on ne peut pas aller à Ettendorf. Et donc, il va aller voir le bailli, il va dire où je mets ma mère, qui va lui trouver un coin. Alors, on ne sait pas où est le coin, peut-être que c'est tout simplement effectivement de Villers, peut-être que c'est Rothbard, puisque Rothbard a un cimetière aussi, perdu aussi, j'ai appris qu'il existait, je vais le visiter prochainement. Donc, il y avait des petits cimetières dans la région. Hein. Tout le monde n'allait pas à Ettendorf, contrairement à ce qu'on raconte. Et donc, de toute façon, Ettendorf n'est pas accessible. Et on a une lettre de 1662, et ça, c'est Scheid qui l'a trouvée,
qui demande la prolongation d'un droit d'enterrement accordé 30 ans auparavant. Il donne comme description cette nouvelle nécropole, donc de 1630-1632, qui était ainsi accordée à nos pères, était située hors la porte de Bille. La porte de Bille, c'est la direction de d'Ingvillers. Si tu veux venir à la précédente, peut-être, Yoav. La porte, c'est celle où vous voyez Ingvillers en haut. Donc, c'est la porte qui part d'Ingvillers. Et donc, on rentrait par là. Et donc, le long du mur, on allait à peu près jusqu'à la hauteur du verre. Donc, et on enterrait dans la partie verte. Donc, la suivante, donc c'est la suivante, qui en descendant entre le mur d'enceinte et celui du swing, la fosse Bray, arrive en endroit pierreux et aride. Ben oui, c'est entre deux murs. Et cette autorisation est arrivée à son terme l'année dernière. Et jusqu'à ce moment, nous en sommes continuellement servis. Donc, en 1662, on demande l'autorisation de continuer à enterrer là, 30 ans après, donc un endroit où on enterre depuis 1331. On a une logique d'avoir créé le cimetière à cette époque, et certainement pas d'avoir créé, comme le dit Gilbert, à l'époque médiévale, où le fossé arrive au pied du muraille. Alors, on sait qu'en 1702, l'enceinte existe toujours, y compris la fosse Bray, et on a un ingénieur qui s'appelle Guélin, qui va faire la tournée des enceintes d'Alsace et qui va parler de l'enceinte de Neuvillers. Et il dit le fossé est en mauvais état, il commence à se combler. La défense, la fortification est toujours là, mais c'est pas de très bonne qualité. Et on a un dernier témoin, c'est Johann Philipp de Reisenbach, qui, alors, oui, là, le problème c'est que, bon, qui donc indifférent avec les Juifs et qui se termine par le droit de continuer à enterrer. Reisenbach, Johann Philipp de Reisenbach, c'est l'avoué qui dirige donc Neuvillers, qui est délégué par l'anneau Lichtenberg, si vous voulez, et qui est en train de construire l'actuel château des Éhuels, donc au droit, comme par hasard, au droit de l'enceinte, qui va ouvrir une porte d'ailleurs dans cette enceinte à ce niveau-là. Et ça, on le retrouve dans un journal qui s'appelle Les Esserland, signé d'un gars en 1926, signé GH, qui parle d'une chronique de Johann Philipp de Reisenbach, dont je n'ai pas retrouvé de trace, mais qui doit exister, pour la raison qu'elle ne soit pas aux ADBR. Donc là, je vais essayer de voir un de ces jours. Et donc, il faudrait la retrouver. Il faudrait également trouver ce jour Elsasserland, ce journal, dont je n'ai pas retrouvé trace nulle part, mais j'ai une photocopie quand même de ce papier de signé GH. Donc, cette affaire a l'air à peu près sûre. Donc, voilà un peu l'histoire du cimetière. Mais on sait qu'il va continuer à être exploité entre 1630 et au moins 1764, et probablement de 1810-1820. La suivante. Donc, le cadastre napoléonien. Alors là, oui, si on pouvait, il faudrait supprimer, pour ceux qui l'ont, la barre de gens qui écoutent à droite. Hein. Je ne sais pas comment on peut faire, parce que là, je suis en plein écran. Alors, Yoav, il y a moyen? Parce que moi, je suis gêné à droite par les images des gens qui sont là. C'est mieux maintenant? Non, j'ai la photo de Ingrid, Evelyne, etc., qui bouffent la moitié de la diapo. Quoi. Vous pouvez les enlever, vous pouvez les enlever, les dessins. J'ai l'impression que tu as mis 2 diapos. J'ai l'impression que le problème que tu as fait un truc très large en mettant 2 diapos, 2 pages PDF par diapo. Tu es passé en un format qui était. J'étais en format 4 tiers et tu es passé en format 16/9. Maintenant, on voit juste toi. Oui, Jean-Pierre, ouais. Sur PC, dans options d'affichage tout à fait en haut au milieu, si tu descends le menu, tu as un mode côte à côte. Et si tu décliques le mode côte à côte, tu dois avoir la solution à ton problème. Dans mon PC? Ouais, tu vois options d'affichage? En Zoom? Oui, oui, options d'affichage. Tout à fait en haut, dans la barre du haut. De Zoom? De Zoom, oui, de Zoom. Tu descends, le menu déroulant est un mode côte à côte que tu peux décocher. Et changer l'écran participe avec la vidéo. Passer en mode plein écran, j'y suis pas. Peut-être qu'il suffit de passer. Non, ça marche pas mieux. Ça marche pas mieux. Mais il y a plus simple, tu cliques en haut sur le cadre de la dernière photo et tu le déplaces où tu veux, tu le poses. Ouais, mais là maintenant c'est bon et j'ai mis les photos en haut, c'est bon. Il faut continuer à mettre les photos en haut. C'est pour ça que ça se superposait un peu. Ok, donc les photos en haut. Et vous avez donc à gauche une photo du cadastre allemand de 1841. Donc,
1926, le gars dit également, on ne voit que des pierres, il faudrait mettre un S. On ne voit des pierres qu'en direction de la terre sulaire, donc c'est-à-dire la partie basse. Et le cadastre napoléonien est très clair. Il y a une seule parcelle qui va de la porte d'Ingvillers, qui était la brûle-tort tout à l'heure, jusque là où était le château, c'est-à-dire là où le rouge s'interrompt. Et si vous faites cette longueur, vous avez 260 mètres. Si vous prenez des tombes d'1 mètre de largeur, vous avez effectivement, compte tenu qu'il y a beaucoup d'enfants, vous pouvez effectivement, en une seule rangée, plus les rangées des enfants à côté, caser 300 tombes. Donc, apparemment, on est arrivé à remplir complètement cet espace entre 1630 et 1820-30. Et quand c'est plein, la municipalité concède à la communauté juive un deuxième espace toujours le long du mur, qui est l'espace bleu, qui va servir de 1830-40 jusqu'à la création du cimetière suivant, qui sera vers 70, vers 1870. Donc vous voyez qu'on s'aperçoit que le cimetière de Neuvillers-les-Savernes, ce n'est pas le cimetière des pierres. Là, vous voyez également le château, qui est relativement isolé, la maison du château qui est donc à peu près au milieu du rouge. Et donc là, vous voyez très nettement qu'on a eu un cimetière qui, effectivement, a pu recevoir les morts de Neuvillers jusqu'en 1820-1830. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que de ce cimetière, on n'a plus aucune pierre, on n'a plus aucune trace. On a les traces du début, où on n'a pas le temps de faire de la guerre de 30 ans, où on n'a pas le temps de faire des pierres tombales, et les autres, elles ont sans doute été là, sans doute très peu importantes, c'est quand même encore une installation militaire, probablement contre la muraille, mais bon, une dalle contre la muraille, pourquoi pas. La personne était entourée perpendiculairement, mais quand on a détruit le deuxième mur, probablement en précipitant les pierres dans le fossé pour le combler, je pense que les pierres tombales sont passées dans le fossé aussi. Et donc on a un cimetière de manière assez étonnante qui a fait effectivement toute la longueur. Là, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que là on est sur un cadastre allemand de 1941, qui reprend dans ces grandes lignes le cadastre napoléonien de 1834. Il y a des modifications, mais sur ce point-là, il n'y a aucune modification. C'est-à-dire que peut-être mais il y a également quelqu'un qui dit, il y a également, on parle de terrain inculte, sans rien. On ne cite pas qu'il y aurait des pierres à cet endroit-là. Donc, assez probablement, ça a dû rester. Mais, alors, je ne sais pas si la communauté l'a racheté, mais ce terrain est encore marqué appartenant à la communauté juive de Neuvillers, jusqu'à la route. Donc, jusqu'en 1941. En 2020, donc, on a 2 parcelles le long de foyers, ce qui correspond au bleu. Mais la fausse braie est détruite et tout a été loti. Et on peut peut-être passer le suivant. Voilà, alors le suivant, c'est l'enceinte actuelle. C'est donc le cadastre actuel. Vous voyez la ligne rouge, qui est ce qui reste du cimetière israélite, qui, je vous signale, appartient toujours à la communauté israélite de Neuvillers, bien que ça soit exploité par les EUL. Vous voyez la maison, d'ailleurs, là, on voit bien la maison des EUL, le château, qui est tout seul le long de l'enceinte. Et donc ce château, c'est la porte, elle se trouve juste devant le château, et le maximum de tombes se trouve au point 492. Si vous voyez, il y a un point 492. Le maximum d'inscriptions se trouve dans cette zone. Et si vous voulez, les trois parcelles 342, 263 et 244, 242, 43, 44 sont des lotissements récents. Une seule est construite, mais qui probablement, au fond du jardin, contre le mur, avait également des morts juifs enterrés. Gilbert a dû y aller, j'ai pas pu y aller parce que j'ai eu récemment, c'est des propriétés privées, c'est pas évident. On va peut-être le coup d'aller jeter un œil. Mais apparemment en 1926, ça avait déjà apparemment disparu. Donc j'ai pas trop d'espoir. Et on voit encore quelques tombes, effectivement, quelques stèles 19e dans la partie bleue, qui appartiennent toujours au consistoire. Les habitants ont l'ordre de ne pas démolir ces pierres, de les laisser en place. Par contre, ils ont la jouissance du jardin jusqu'au mur, c'est-à-dire qu'ils vont très bien faire un barbecue entre 2 pierres tombales, il n'y a aucun problème. Ça a été négocié avec le consistoire à l'époque, quand il y a eu la création de ces parcelles.
Donc voilà un petit peu une histoire quand même qui est à la fois un peu étonnante, on va dire. Suivante. Donc, il reste des choses à faire. Il se trouve, là aussi, les ADBR sont passés à la ligne. J'ai vu que toutes les délibérations du conseil municipal sont conservées aux ADBR. Ce n'est pas municipal, c'est municipal. Et là, j'ai la cote exacte, donc il suffirait d'y aller, elles sont en français en plus, et de les regarder. Et puis surtout, si quelqu'un a envie de travailler un peu dessus, ben, avec tout ce qu'on sait, il y a quand même rechercher les actes de vente dans les actes notariaux. Ça, en principe, c'est conservé des siècles et des siècles. Les archives notariales sont quelque chose qui est conservé très longtemps. Donc, s'il y a un notaire parmi vous, Bertrand en particulier, ça, je sais que dans votre domaine, vous êtes très, très, très habitué à faire ça. Dans la généalogie, on fait beaucoup d'archives notariales. Et donc là, il y aurait probablement des grosses choses à sortir. Je ne sais pas faire et honnêtement, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais peut-être aller quand même faire les conseils municipaux aux ADBR. Ça, si je trouve qu'il y a un local qui peut le faire, parce que c'est quand même mieux d'impliquer des gens. Mais alors, ce qui moi me stupéfie, si vous voulez, c'est à la fois cette perte de mémoire, cette destruction, sur une période finalement très courte. Hein, on parle d'un truc qui commence en 1630. Et je pense que s'il n'y avait pas eu les 28 inscriptions, on oublie, c'est un cimetière, 300 morts dans un emplacement tout à fait spécial, qui aurait été complètement perdu de toute mémoire. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable, parce c'est pas la préhistoire. Hein. Et la dernière exploitation, apparemment, les derniers tombes dans la partie rouge qu'on a vu précédemment, c'est 1800 quelque chose. Alors, question suivante, où sont passées les pierres tombales? Ben, je vous ai parlé du remplissage du fossé. Et puis, il y a une période qu'il ne faut pas oublier, qu'on oublie toujours, c'est la Révolution. La Révolution a fait des dégâts absolument considérables dans les cimetières, beaucoup plus qu'on ne le dit en général. Je prends l'exemple de Westhofen. Westhofen a été, on dit toujours c'est les Allemands, en réalité, les révolutionnaires en avaient déjà détruit une large partie avant l'arrivée des Allemands en 1940. Les Allemands ont fait que continuer un travail largement entamé. Et Wissembourg, c'est probablement la même chose. Donc les cimetières d'avant la Révolution ont payé un tribut très très lourd aux violences révolutionnaires. On a d'ailleurs encore les actes qui ordonnent de casser les tombes, les cimetières des Juifs, puisque cette nation pour laquelle on a été bon, ça a été dit en 1793-94, pour lequel la Révolution a été bonne et a donné la liberté, continue à persister dans ses anciennes superstitions, de mémoire. C'est un texte que j'ai vu qui était l'ordre de destruction de Westhofen, qui avait été donné et qui est conservé de manière assez étonnante aux archives de l'Église catholique en Alsace, donc aux archives au séminaire, hein, aux archives, à la bibliothèque du Grand Séminaire. Donc ce papier existe. Et donc voilà, donc révolution, remplissage du fossé, personne ne sait très bien. Là aussi, il y aura peut-être à voir dans les archives, dans les comptes rendus de conseils municipaux. Alors, là aussi, encore quelque chose qui s'est passé dans le double passage PDF retour à l'envers PDF retour vers PowerPoint. Il y a des tas de cimetières qui existent d'avant la Révolution. Je pense à Flexbourg, le Judenkirchhof, je pense à Bainfeld, je pense à Rothbard, qu'on m'a signalé récemment. Flexbourg, Rothbard, c'est des cimetières de l'année dernière. Bainfeld, je connais depuis plus longtemps. Neuvillers, l'histoire complète, je ne la connaissais pas. Et je ne pense pas que quelqu'un la connaissait. Donc il y a plein de cimetières d'avant la Révolution qui ont dû exister, dont on a perdu la trace. Alors on raconte toujours qu'il y a des grands cimetières, que les Juifs étaient uniquement dans des cimetières de regroupement. Je crois qu'on peut avoir des doutes certains du point de vue historique. C'est intéressant parce qu'on se voit que quelque part l'histoire juive, là encore, et comme sur beaucoup de points, c'est plus des légendes qu'on se passe de mettre à élève qu'une histoire réelle qu'on peut prouver sur le terrain. Et je terminerai avec le dernier cimetière de photos, si tu veux bien. Ça, c'est le cimetière actuel qui doit être, si j'ai bonne mémoire, de 1870. Et donc, un cimetière qui est encore relativement bien entretenu. Le mur a été fait récemment. Et il y a encore des gens qui y vont. Je pense à mes amis Cannes Singer, puisque la maman de Brigitte est
Patrick était né encore à Neuvillers. Et les grands-parents résidaient encore à Neuvillers à Paguerre. Donc voilà, c'était une des dernières familles juives de là-bas. Et voilà, alors on a retracé l'histoire d'une communauté, on a vu un passé très riche, je dirais très émouvant aussi, une petite ville. Et on a vu aussi où se posent nos problèmes de mémoire. Vous voyez qu'il y a encore à travailler sur l'histoire du judaïsme alsacien, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, on est malheureusement aujourd'hui très, très peu à avoir encore à se donner à cette tâche. Mais rassurez-vous, au niveau national, je fais partie du groupe je suis un petit peu actuellement leader du groupe des archéologues du judaïsme français. Je travaille avec la nouvelle Gallia Judaica. On n'est pas beaucoup plus nombreux, on a tout autant de problèmes, que ce soit en Provence, dans le sud-ouest ou à Rouen, où on ne sait pas encore à quoi correspond la maison sublime, qui reste un gros dossier, ou Lagny, où on a trouvé une synagogue, mais manque de bol, elle n'est pas orientée est-ouest, qui me pose quelques problèmes. Donc, l'archéologie du judaïsme, l'histoire du judaïsme reste très largement à faire. Voilà, ça sera un peu ma conclusion. Merci beaucoup, beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Il nous reste un peu de temps pour des questions, si vous voulez parler. Oui. Je ne peux pas vous Oui, avoir... merci de me donner la parole. Yoav, oui, j'avais une question pour Jean-Pierre. Tu n'as quasiment pas parlé du pourquoi des inscriptions sur le mur, des 38 ou 40 inscriptions. Alors, te connaissant, je pense que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas juste un oubli. Je sais aussi, pour l'avoir lu, que Gilbert Veil a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus, aidé aussi par des équipes qui avaient fait des relevés sur place. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui en quelques mots? Qu'est-ce qu'on peut dire qui soit à peu près certain? Alors moi, j'ai vu j'ai été voir avec pas mal d'épigraphes. Bon, on ne sait pas, l'épigraphie est extrêmement variée. Il n'y a pas deux pierres qui se ressemblent. On peut parler d'un immense amateurisme, ça c'est certain. Les hypothèses de Gilbert Veil avec les systèmes de repérage, je n'y crois pas. C'est tout simplement faux. Toute la partie médiévale n'existe pas. Je ne crois pas que ça existe. Il a complètement bidonné le chiffre d'enterrement dans le cimetière. Il est arrivé à 600-700. Je vous ai montré qu'on n'a pas dépassé 300 avec les chiffres réels. Il faut dire qu'à l'époque, il avait moins d'études à se mettre sous la dent. Il y a quand même les études de Georges Bail. Encore qu'à ma connaissance, en 1995, quand il publie son papier, elles étaient déjà disponibles. Il n'y avait pas. Et l'étude, également l'étude, puisqu'il se réfère à André Archer, donc l'étude du nombre de gens d'André Archer existait. Donc je ne sais pas comment, si je sais, mais enfin, les chiffres de morts, 700 morts, sont complètement improbables. Alors pour moi, ça correspond simplement aux enterrements assez nombreux et aux gens qu'on a ramenés d'un peu partout entre les années 1632, 1648, 1650, où Ettendorf est difficilement atteignable. C'est des gens du village qui les enterrent. Ils vont gratter quelque chose dans le mur, ou peut-être des tombes d'enfants plus tard. Mais le fait qu'elles soient regroupées, c'est quand même le premier cimetière. Si vous avez lu, je vous ai lu le texte de la demande de 1662, on voit bien que les gars disent qu'il faut qu'ils marchent depuis la Brûle-Tor pour arriver jusqu'au cimetière. Donc ça devait être le bout, la partie qui correspond aux inscriptions aujourd'hui. Donc je pense que c'est simplement des amateurs qui font ça, dans la hâte, et sans la possibilité de faire venir un vrai tailleur de pierre. Et je pense que par la suite, on a recours peut-être à des stèles en bois, plus probablement à partir de 1700, on passe à la stèle on passe à la stèle en pierre, 1560 on les a à Ettendorf, mais on les aura plus tard ailleurs, et dans Rosenwiller, je pense que c'est 1630-1640. Non, alors excuse-moi, tout à l'heure, c'était pas Westhoffen, la destruction, c'était Rosenwiller, j'ai fait un lapsus. On aura Rosenwiller plus tard, donc je pense que c'était des stèles en pierre, toutes simples, simplement de simples plaques, et qu'elles sont passées dans le fossé. Mais pour moi, les inscriptions, c'est la période de la guerre de 30 ans. Je ne pense pas que ça puisse être autre chose. On ne pourra jamais prouver le contraire d'ailleurs, et certainement pas une époque antérieure. Gilbert suppose aussi qu'il y a des juifs enterrés pendant toute la période 1349-1540, 1550, c'est-à-dire 200 ans.
Ça, on n'a aucune trace historique des Juifs à cette époque. Et il est bien connu que, en général, on admet que dans toutes les localités à nous, Lichtenberg, et le mariage, à partir de 1540, les Juifs arrivent. Il n'y a pas de Juifs non plus à Westhofen entre la guerre de 30 ans, entre la Grande Peste et la période 1540, contrairement à ce que certains ont essayé de le dire. Pareil à Trenheim, etc., c'est encore plus tard. Donc il y a vraiment, il faut arrêter de dire, jusqu'aux alentours de 1500, on a des Juifs effectivement à Molsheim, dont on ne parle pas, jusqu'en 1480, on a Obernai, on a Rossheim qui perdure, on a Colmar, etc. Il n'y a pas de Juifs dans le Châlonneux-Lichtenberg. C'est à l'arrivée du protestantisme, c'est à l'expulsion dans les autres communautés qu'ils arrivent là. Après 1349, bien sûr. Là, il y a des transferts de population importants. Entre 1494 et 1550. 1480 et 1550. Ça, c'est autre chose. Ça aussi, Scheil le dit, Gainsburger le dit, et on l'a un peu oublié. Mais pour moi, les inscriptions sont clairement de l'époque des guerres de 30 ans. Mais bon, on n'a pas trouvé de traces de burin métallique, on n'a pas trouvé. Et c'est fait par des amateurs, chacun fait différemment, avec les moyens du bord. Question? Quelqu'un veut demander quelque chose? On remarque? Je serais d'ailleurs quelque chose à refaire, hein, si un jour on a une série d'émissions, c'est de reprendre l'histoire d'Alsace et puis d'essayer de voir un peu l'histoire du judaïsme alsacien, qu'est-ce qu'elle a été et qu'est-ce qu'elle n'a pas été. Je vous ai parlé des destructions de la Révolution, je vous ai parlé du transfert de population en 1480, l'arrivée des Juifs de France, etc. Je crois qu'il faudrait vraiment, quelque part, réécrire. Alors, je le ferai peut-être, hein, mais si le Covid ne m'emporte pas, réécrire une histoire des Juifs d'Alsace, courte, synthétique, ça n'a pas besoin d'être un machin avec 2000 pages, mais un truc, une centaine, 100 à 200 pages, qui quelque part disent ce que ça a été et ce que ça n'a pas été. Alors j'attends beaucoup de quelque chose qui va sortir, qui aurait dû sortir, je ne sais pas où c'en est, mais ce printemps, qui est l'histoire des Juifs de Molsheim, hein, qui est fait par Louis Schleffli, qui est quand même un très très grand historien. Et donc là, je pense qu'on mettra certaines pendules à l'heure. Mais bon, Louis refuse. Alors, son manuscrit, je l'ai vu, il m'a montré qu'il était sur son ordi il y a 3 ans, mais il fait un blackout complet. Je pense qu'à part l'éditeur, personne ne l'a vu. Peut-être Muller, hein, je ne suis pas sûr. Donc, j'attends comme tout le monde. Merci. J'ai une question à Yoav. Oui. Est-ce que nos séances sont enregistrées? Oui. Pour que les personnes qui n'y participent pas qu'il y ait un résumé ou quelque chose parce que... Alors, pour l'instant, c'est enregistré et plus tard, on va créer une chaîne spéciale sur le patrimoine et on peut revoir tout ça sur YouTube. D'accord. Très bien, merci. Ouais. Vous avez des questions encore? Il nous reste encore 2-3 minutes. Yoav, Oui, Ingrid, j'ai bonjour. juste une question. Est-ce que tu as l'intention de faire quelque chose sur Marmoutier avec Oui. la partie musée et le cimetière? Alors, l'idée, c'est vraiment, en fait, on a chaque jour des missions sur le patrimoine. Et l'idéal, c'est vraiment toucher de tout. Et de tout le patrimoine. Voilà. On va faire quelque chose sur Marmoutier, mais on va discuter de ça ensemble. Marmoutier, il faudrait le faire avec Alain Kahn, qui a le problème qu'on a aujourd'hui sur Marmoutier, c'est que malheureusement, Ingrid, je ne sais pas si est à Marmoutier, d'après ce que j'ai compris, ou habite Marmoutier. Un des problèmes que j'ai depuis que Pierre est mort, que Pierre est un de mes amis, c'est un historien fiable, sauf que Pierre, par exemple, n'a pas renoncé quand il écrit l'histoire de Marmoutier. Il raconte que c'est pas possible qu'il soit arrivé quand on sent, parce que comme la ribéry était riche, il y avait forcément des Juifs avant.
quand même assez spécial comme déduction. Non, les Juifs arrivent à Marmoutier, on sait à peu près, c'est dans les années 1250, hein, pas avant. Mais il faudrait peut-être pouvoir à ce moment-là avoir l'accès aux archives de pierre pour faire un travail vraiment sérieux. Sinon, effectivement, il y a le cimetière qu'il faudrait parler. Il y a effectivement le musée. Il faudrait demander à Marine qui a bien bossé là-dessus. Et puis l'ancienne synagogue et parler peut-être de Cannes et parler d'Alphonse. Oui. Des choses à faire. Organiser ensemble, peut-être aussi avec les maires. Il faut faire venir le maire, il faut venir Marine. Marine a quitté Marmoutier. Marine par Pétroli, hein. Elle a quitté Marmoutier, elle travaille à la DRAC. Ouais. Elle est partie à la DRAC avec, Oui. avec sa tante. Ben oui, certainement. Oui, elle a quitté le 1er avril. Voilà, j'étais pas au courant, elle me l'a pas dit. Je me disais, est-ce que Jean-Paul Lerche s'y connaît par rapport parce qu'il connaît beaucoup de choses, lui, l'historien. Moi, je pense qu'il faut demander à Alain, je pense qu'il faut demander à Bernard, qui connaît beaucoup de choses, et ça lui fait plaisir. Encore, faire l'histoire de Marmoutier, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Raconter un peu qui était Pierre Platz aussi. Je pense qu'il y aura quelque chose à faire d'humainement. À Marmoutier, on pourrait faire quelque chose de très, très fort humainement. On pourrait faire venir quelques images de Paris, le jardin d'Albert Kahn. Bon, j'en ai, mais je ne le sens pas très bon. Je pense que. Oui, Albert Kahn, Georges Mandel. On a l'accès au jardin Albert Kahn. Donc, on peut faire quelque chose, 1 ou 2 émissions. Hein, On va discuter ensemble. Il y a l'inscription, il y a aussi les 9000 V, il y a quand même 2 synagogues. La maison d'Albert Kahn, il y a des choses à faire. Oui. Vous faites, je vous donne un coup de main parce que moi, je n'aime pas trop entreprendre parce qu'après, je bosse 15 jours sur un truc. Et puis, je ne sais pas si vous avez encore des questions, sinon je vous invite demain, on va parler d'Ingwiller. D'accord. Alors, ce sera cette semaine, chaque jour à 14h. Jeudi, tu as l'écomusée, vendredi, tu as quelque chose, non? Voilà, et jeudi, on a écomusée, on va parler des projets de consistoire avec les écomusées. Denis Leroy. Pardon? Denis Leroy qui sera. Oui. Voilà. Et en fait, on a plein de choses. Et dans les patrimoines, on va mélanger la culture aussi. On aura aussi des concerts, et de la musique et des autres choses. Et voilà. Je peux faire Roufac si tu veux. Bon, je peux aider un peu à faire Marmoutier. Je pense que même si le confinement va terminer, nous, on va... il ne faut pas qu'il termine. Il ne faut pas qu'il termine parce que sinon, on va arrêter les émissions. Non, il faudrait aussi prendre un jour quelque chose sur Aubernais. Ah, bien sûr. Oui. Aubernais, il y a par exemple, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'article ici, en 1988, il y a un grand article qui est sorti. Alors, c'est en allemand, ce n'est pas facile à lire, mais qui montre ce qu'un archéologue a pensé être les traces de la synagogue de 1325. Donc là, on est dans et avec un migvé. Donc là, on est dans du... Alors, malheureusement, tout ça, ça n'existe plus, mais ça a été documenté. Ouais. On va parler aussi. Aubernais, il y a de l'inédit sur Aubernais. Et là, il y a des gens comme Denis ou Marc, des Gaisman Boy, qui seraient très bossés. Bon, je voulais te remercier encore une fois pour la grande histoire de Neuville-Saverne. Et je peux ajouter avec Laurent qu'on est très actifs actuellement dans ce village et dans cette région aussi. Et on a réparé récemment le mur moderne. On a réparé le mur qui s'était écoulé du cimetière moderne. Voilà. Sur le reste, t'as pas grand-chose. Si, il y aurait quelque chose à faire. Alors, il y aurait quelque chose à faire. La directrice protestante aujourd'hui est bien mieux tournée. Elle est très très favorable à ce qu'on mette en valeur son cimetière des pierres. Hein. Oui. Donc, ça serait une chose à faire. Ça serait peut-être, si on peut trouver quelques jeunes, de monter un chantier parce qu'il se trouve que ce cimetière est devenu une vraie décharge. Et donc, quelque part, il y a des palettes dans un coin. C'est assez difficile d'accès. Donc, de faire un vrai effort de dégager le cimetière. Et ensuite, il y avait des balises. Vous avez vu les petites balises sur certaines photos que j'avais prises. Elles sont toutes foutues. Donc, de
refaire une utilisation du cimetière, puis de refaire le panneau d'entrée, parce qu'il reprend texto ce qu'a dit Gilbert, et il est faux. Il est clairement faux. Donc, je pense de remettre un panneau un peu moins affirmatif sur certaines choses. Mais bon, ce que je vous dis, quand même, il y a moyen de savoir. Et là, je vais essayer d'en savoir plus encore. Et donc, il y aurait ça à faire. Et il y a des choses à faire. C'est pour ça que j'ai passé un SOS à Bertrand. Il doit être encore là quelque part. Parce que s'il connaît des gens qui ont envie de s'amuser sur ce genre de sujet dans les archives notariales, il y a peut-être des choses à faire. C'est un métier, les archives notariales. On ne s'improvise pas. Bon, je peux juste dire qu'on trouve de moins en moins de volontaires dans tous les domaines pour faire ce genre de recherche. Je ne dégage pas en touche, mais voilà, c'est la réalité. Alors, sinon, je vais essayer d'appeler l'équipe de Daniel Peter à Saverne, qui peut avoir des gens. Et bon, sinon, je vais voir si je trouve quelqu'un qui le fasse, parce que c'est là. Bon, les registres, je peux faire, c'est en français, je les affiche, l'un après l'autre, ça peut se faire. Les archives notariales, je ne me vois pas apprendre ce métier. Bon, on regarde ensemble avec Bertrand, avec des autres. Il y a vraiment un besoin de travailler. Hein. Alors, donc, si vous avez du temps, n'hésitez pas. Je peux vous trouver des tas de sujets à vous tous. Hein. Bon, merci encore, Jean-Pierre. Il n'y a pas de quoi. Laurent, tu veux ajouter un petit mot à la fin? Je veux remercier surtout. Ah, attends, on ne t'attend plus. Au niveau de ce cimetière et de ce village. Et on ne manquera pas de le solliciter puisqu'on a un petit souci avec une des voisines mitoyen à ce mur. Et Jean-Pierre nous éclairera de son savoir pour qu'on puisse régler ce problème de façon plus facile et le plus rapidement possible. À ta disposition. Voilà. Pierre. Mais il existe, si c'est une des deux maisons qui sont en bas, ou des trois, oui. À mon avis, quand les parcelles ont été vendues, il y avait un accord qui disait que les gens n'avaient pas le droit de toucher aux pierres du fond. Oui. Donc on renonçait à faire un droit de passage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas un sentier qui suivait le mur sur 1,50 m pour aller aux pierres, qu'ils en avaient la jouissance. C'est ce que j'avais vu à l'époque, hein, mais ça remonte à 15 ans, hein, c'est dans ma tête. Ils en profitent. Ah, mais ils ont le droit, hein, d'après le texte. Ah, ouais. Ils ont le droit d'enlever les pierres. Alors après, il faut raconter qu'il y a du péril, que les pierres sont en mauvais état. Est-ce qu'on ne peut pas enlever les pierres et les mettre ailleurs? Bon. Oui, ben ça c'est des autres questions. Mais bon, il y a une loi, il y a un règlement, il y a des servitudes de vente. Je n'ai pas le texte. Et je n'ai pas non plus, et ça je ne sais pas si les archives du consistoire ont quelque chose, sur le fait que la partie où il y a les inscriptions appartiendrait à la communauté israélite de Neuvillers, c'est-à-dire au consistoire aujourd'hui puisqu'elle est dissoute, et que la partie qui était en dehors du circuit de la zone EUL et EUL, donc l'établissement protestant, elle a été cédée à des propriétaires locaux, mais je ne sais pas non plus à quel moment, enfin, apparemment c'est après 1941 que le fossé et la braie ont été déclarés lotissables, qu'on pouvait les vendre comme un lotissement. C'est là où il y a vraiment une recherche. C'est exactement ça. Ouais. Et là, moi je verrais bien un gars comme un arabe qui, en tant que notaire, doit savoir manier des archives notariales, s'occuper de ce problème. Oui. Notaire à la retraite ou un avocat à la retraite. On doit peut-être leur demander. Ok. Bon, merci encore tout le monde. Et on se voit demain, j'espère. Avec plaisir. Merci encore, Jean-Pierre. Il n'y a pas de quoi. Merci. Allez, bon après-midi. Au revoir.